Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h, mercredi 12 avril. Les principaux titres. Vie syndicale, la régularisation des situations administratives, l'arrimage des pensions au salaire, ce sont les deux points à l'ordre du jour de la conférence de presse animée ce jour par les syndicats de l'administration et de l'association des retraités du Gabon. Affaire Jenna, audience d'information entre associations des parents d'étudiants gabonais à l'étranger et le directeur général des affaires consulaires afin d'apaiser les tensions. En ouverture de cette édition d'information, l'USAP, la COSINAP, entre autres syndicats de l'administration publique, ont animé une conférence de presse avec à l'ordre du jour principalement la régularisation des textes administratifs d'intégration, d'avancement et autres. Pierre Minta revient également sur l'épineuse question de la revalorisation des pensions. Écoutons. Tendu par les retraites. C'est l'arrimage des pensions de retraite, dont le montant est déjà connu. C'est la revalorisation des pensions de retraite, dont le montant est déjà connu. C'est le paiement des services rendus, le paiement des dommages intérêts, le paiement des rappels soldes. Ce qui est attendu par les agents publics encore en activité, c'est l'octroi des textes d'intégration, des titularisations, des textes de reclassement avec effet sol, la reprise des avancements automatiques, le dégel des carrières en un mois. Ce qui est attendu par les signataires des fiches publiques ou les postulants aux postes budgétaires, c'est leur recrutement à la fonction publique. Et puis, nous continuons dans cette édition d'information avec le point de presse hier des agents du ministère des Affaires étrangères de Libreville. Le personnel durcit le temps et ne compte pas baisser les bras jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Jessica Ondjoa. Les agents du ministère des Affaires étrangères durcissent le temps face au mouvement de grève entamé il y a plus de 10 mois. Depuis ce matin, colère, motivation ne cessent d'envahir les cœurs de chacun de ces diplomates. Du 7 mars 2022 jusqu'à ce jour, cela fait 13 mois et 3 jours, jour pour jour, que les agents des affaires étrangères poursuivent leur mouvement de grève illimité, sans que cela n'émeuve les plus hautes autorités de notre pays. Cette grève, comme vous le savez, est consécutive aux conditions de vie et de travail inqualifiables dans lesquelles pataugent les diplomates gabonais, tant à la centrale qu'à l'extérieur du pays. Le service minimum est la décision de cette assemblée. Ceci est dû aux revendications qui donnent un silence radio. Une absence de réponse entraînerait des conséquences au fil du temps. Les diplomates ne ménageront aucun effort pour venir à bout des conditions de vie et de travail. Il n'est plus à démontrer qu'au ministère des Affaires étrangères, l'environnement est pollué par le champ lexical de la mort. Du fait que nous enregistrons au moins 8 décès par an. Une situation que l'on aurait pu éviter si les plus hautes autorités gardaient à l'esprit que le ministère des Affaires étrangères est le bras séculier de la présidente de la République et la vitrine d'une nation. Au regard de ce qui précède, la question suivante s'impose. L'indifférence des plus hautes autorités gabonaises à résoudre les problèmes basiques des diplomates gabonais nous laisse-t-elle entendre que le Gabon n'est plus gouverné? Attirer une fois de plus et sans cesse l'attention des plus hautes autorités du gouvernement gabonais est l'objet de cette rencontre. Pour les diplomates, la grève générale illimitée apparaît comme une porte de sortie de crise, peu importe le nombre de semaines, de mois et d'années. 3 maisons ravagées par des flammes, aucune perte en vies humaines. C'est le bilan d'un incendie rare d'une violence très grave qui a ravagé hier à la cité Médiam dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Le constat de Maya Medza. Au gouvernement et aux gens de bonne foi, j'ai tout perdu. Ma maison s'est brûlée. Je n'ai rien récupéré. C'est un jour sombre pour cette mère de famille qui n'a rien pu récupérer. Victime d'un incendie ravageur et d'une rare violence qui a mis en cendres plusieurs habitations et faisant d'énormes dégâts matériels
au quartier Cité Mébiam. J'étais au école. Les voisins m'ont appelé. À mon retour, tout était en flammes. Je n'ai rien récupéré. Je demande de l'aide au gouvernement et au président de la République. Si les circonstances de l'incendie ne sont pas encore élucidées, les riverains, quant à eux, ont constaté l'odeur des câbles de courant qui a attiré leur attention. Donc en suivant un peu l'odeur, en voyant aussi la fumée, on a suivi la fumée. C'est là, en voyant la maison qui brûlait, on a juste vu comment la toiture brûlait déjà. On est parti sur place, on a juste cassé, à peine eu le temps de casser la porte avec les coups de pied. Et c'est là qu'on a vu maintenant le feu qui sortait vers nous. Donc obligé de reculer. On a continué à casser la maison et tout, mais avec la chaleur, on n'a pas pu arrêter le feu. Le temps d'appeler aussi les pompiers qui arrivaient aussi, bon, ils ont trouvé la deuxième maison qui prenait déjà feu. C'était vraiment déjà beaucoup de fumée. Vivement que l'on porte assistance à ces familles qui doivent désormais dormir à la belle étoile. J'étais en famille, en haut, et comme c'est une concession familiale, donc j'étais en haut avec les parents et les voisins m'ont appelé qui avaient la fumée chez moi. Et une fois je suis descendu, malheureusement il était trop tard, là, la flamme avait déjà envahi les lieux. Mais moi en étant à ma terrasse, j'ai senti l'odeur du brûlé. Donc je suis descendu et en descendant, je constate des flammes. Donc en criant, en alertant aussi les autres, nous sommes tous rassemblés pour essayer d'éteindre les flammes. Ce drame remet une fois de plus au grand jour la question des branchements électriques anarchiques, prédisant d'autres mesures dans la construction des habitations dans le pays. L'enquête ouverte permettra-t-elle de déterminer l'origine de cet incendie ravageur et que les sinistrés soient accompagnés par l'État? Audience hier entre l'association des parents d'étudiants gabonais à l'étranger et le directeur général des affaires consulaires suite à l'affaire Dina Bongo. Les parents sont toujours dans l'attente. Ruth Matanga. Forte mobilisation des associations des parents d'étudiants gabonais à l'étranger au ministère des Affaires étrangères. Les parents attendent l'implication de l'État dans la protection des étudiants gabonais à l'étranger. Nos attentes en tant que parents, c'est d'abord rencontrer les autorités en charge de la coopération entre le Gabon et la Turquie, histoire d'avoir la bonne information. Nous ne voulons pas effectivement nous fier aux réseaux sociaux avec tout ce qui se dit. Nous nous sommes dit, nous sommes des parents responsables. Il y a des personnes ressources vers qui nous pouvons partir. C'est ce qui explique notre présence ici. Ce que nous attendons des autorités, évidemment, c'est que l'on nous donne des informations relatives surtout à la sécurité de ceux qui sont restés. Nos enfants, d'accord, que ce soit ceux qui sont à Karabük ou encore dans toute la Turquie et pourquoi pas dans le monde, apprennent dans un environnement serein. Certains parents expriment leurs inquiétudes face à la situation de leurs enfants vivant à l'étranger. La perspective de quand on a un parent, de ne pas savoir ce qui arrive à nos enfants, de ne pas savoir où dorment nos enfants, que deviennent nos enfants. Est-ce qu'ils sont en sécurité? Surtout le volet de la sécurité, c'est capital. Je pense que tout parent concerné, tout parent qui est concerné, qui aurait un enfant à l'étranger, ou même déjà quand on est sur place, même en étant à Libreville, on aurait un enfant dans la ville, dès qu'on sait qu'il y a une situation d'insécurité, on n'est pas tranquille. Alors imaginez à l'étranger. Imaginez à l'étranger. Rappelons que ce problème ne concerne pas seulement les parents qui ont des enfants à l'étranger, car l'histoire des uns aujourd'hui sera la nôtre demain. Nous poursuivons avec la dégradation de l'axe routier Plaine-Oretti-Pompidou dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. La circulation dans cette partie de la ville constitue la difficulté des automobilistes. Un reportage signé Lorraine Biengui. Depuis plusieurs années, le gouvernement a mis en place le projet PEPA de réhabilitation des voiries du Grand Libreville. Malgré la mise en œuvre de ce plan, le quartier Plaine-Oretti dans le deuxième arrondissement est resté inchangé. Des nids de poules de part et d'autres empêchant la bonne circulation des véhicules, malgré la bonne volonté des riverains qui les comblent avec des pierres. En plus de ce qui précède, cette route délabrée est la cause d'inondations amplifiant le calvaire des populations pendant cette période de pluie. Par ailleurs, au-delà des voies secondaires, il est urgent d'assurer la réhabilitation du réseau routier.
car son état de forte dégradation actuel constitue une entrave à la liberté de mouvement des habitants. Selon les chiffres officiels, le Gabon compte 10 000 km de route. Cependant, seulement 2 000 km sont en bon état. L'objectif des autorités gabonaises est de rattraper le retard pris dans la réalisation des projets de route depuis des 4 décennies. Avec en plus de problèmes d'eau depuis 1 an, la population se trouve dans un extrême embarras et continue d'attendre la réalisation du projet PEPAL. Nous poursuivons avec la suspension depuis 3 ans des épreuves éducatives, physiques et sportives au CEP. Quel impact dans la vie des apprenants? Quelles sont les mesures palliatives mises en place par le ministère de l'Éducation? Reportage. Depuis 2020, pour cause de Covid, les établissements primaires sont exemptés du sport aux examens de fin d'année. Pour cette année encore, le scénario est le même et la suppression des épreuves pratiques et sportives, EPS, se ressent dans les écoles. Normalement, il y a un impact. Il y a un impact sur la moyenne des enfants. Avant, pour avoir le CEP facilement, il faut avoir travaillé bien au sport, aux épreuves. Les épreuves pratiques ont été purement supprimées. Bon, maintenant, impact parce que simplement, il faut reconnaître que les épreuves d'EPS, c'est l'une des disciplines où les élèves ont cette facilité d'avoir plus de points qui, par la suite, viennent couvrir quelques épreuves écrites. Bon, maintenant... En l'absence de la matière salvatrice, des mesures ont été prises pour rééquilibrer les choses. Non seulement on a enlevé les épreuves d'EPS et on a fait en sorte que toutes les disciplines aient la même moyenne, c'est-à-dire 60 d'études de texte, 60 en problème et 60 en éveil. Donc, un élève en éveil peut toutefois avoir aussi assez de points pour lui permettre de combler par exemple le problème ou l'étude de texte là où il est en difficulté. Donc, de l'éducation, je crois qu'ils ont changé leur manière de noter, mais leur manière de faire pour pouvoir compenser les notes qu'on a interdites aux épreuves orales et sportives. Le corps enseignant en rappelle l'importance et souhaite le retour de la discipline. Que ce soit au bac ou bien au BPC, il y a le sport. Pourquoi les avoir enlevés au niveau primaire? Donc il faut les réintroduire, que ce soit les épreuves sportives et les épreuves... C'est l'État qui a donné la décision de cette suppression momentanée. D'ici là, nous jugeons qu'ils auront également le bon moment de nous dire de relancer. Même si elle n'affecte pas les résultats des candidats, l'absence de sport est un véritable inconvénient pour ces admis qui devront le retrouver au secondaire avec désormais un coefficient de 2. Page internationale, cette fois-ci, en réaction à l'expulsion de son ambassadeur par le Tchad le 7 avril, les autorités allemandes l'ambassadrice du Tchad à Berlin, Mariam Ali Moussa. Dans un communiqué partagé mardi, le ministère allemand des Affaires étrangères a communiqué avoir convoqué l'ambassadrice du Tchad à Berlin, Mariam Ali Moussa, et lui avoir demandé de quitter le territoire sous 48 heures. Berlin assure avoir pris cette décision en réaction à l'expulsion infondée de son ambassadeur Jean-Christian Gordon Crick le 7 avril dernier. Nous poursuivons cette fois-ci au Cameroun, 3 ans après son retrait de l'AGOA. Hier, le Cameroun, par l'autruchement de son ministre de l'économie, Alamine Ousmane, mais a remis le souhait de négocier son retour au sein de cet accord. Récit signé Raph Lenyongo. Alors que la crise sociopolitique secoue les 2 régions anglophones du Cameroun, le pays veut renouer avec cette initiative américaine permettant de booster les exportations africaines vers les États-Unis. La couverture du service de la dette par les exportations doit être améliorée. C'est la raison pour laquelle nous sommes classés dans une position de surendettement à haut risque, a déclaré Ousmane Lamine, le ministre de l'économie. Le retrait du Cameroun de l'African Growth Opportunity Act par Donald Trump en 2019 avait été justifié par des violations flagrantes des droits de l'homme internationalement reconnus dont le gouvernement camerounais se serait rendu coupable dans le cadre de la lutte contre les sécessionnistes anglophones dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cependant, à l'épreuve des chiffres et au regard de la catégorisation des exportations camerounaises vers les pays de l'oncle Sam, le retrait du Cameroun de l'AGOA depuis 2020 n'a pas eu d'incidence notable sur l'économie nationale. Par exemple, seulement 63 millions de dollars sur 220 millions de dollars d'exportations camerounaises vers les États-Unis au total l'ont été sous le régime de l'AGOA en 2018.
Ces données révèlent qu'avant sa suspension, le Cameroun utilisait déjà peu le mécanisme de l'AGOA pour ses exportations vers les États-Unis. Précisons que l'African Growth Opportunity Act a été promulgué par le Congrès américain en 2000. Cette loi abolit les droits d'importation aux États-Unis sur des milliers de produits fabriqués dans les pays d'Afrique subsaharienne qualifiés. 38 pays sont éligibles et couverts par sa législation. Nous poursuivons toujours à l'international en RDC. Le groupe rebelle M23 quitte le village Kishish situé à l'est de la République démocratique du Congo. 4 mois après, 4 mois d'occupation, les villageois témoignent des atrocités vécues. Regardons cet élément. 4 mois après s'être emparés de Kishish, les rebelles du M23 ont enfin quitté ce village situé au milieu des collines du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Le 29 novembre 2022, une semaine après leur embargo, le groupe armé avait perpétré des massacres dans ce village, tuant plus de 170 civils sans que les forces de sécurité congolaises, encore moins les casques bleus de l'ONU, n'interviennent. Les villageois ont encore frais l'effroyable souvenir des atrocités que leur ont fait subir les rebelles. Moi, personnellement, c'est une bombe qui était tombée sur ma maison et qui l'a détruite. En rentrant, j'ai trouvé la cité recouverte de broussailles. Il n'y a pas de nourriture. Nous nous débrouillons et nous sommes obligés de manger ce qui n'est pas bon. Forcés par les rebelles, certains d'entre eux ont participé à enterrer les membres de leur propre communauté. 15 personnes, et ils enterraient 5, 3, 4 dans un même trou. Les rebelles du M23 laissent derrière eux un village en ruine. Aujourd'hui, les enfants ont des mauvais comportements parce qu'ils ne vont plus à l'école. Et notre communauté n'a pas les moyens de reconstruire les écoles. C'est seulement avec l'aide du gouvernement que nous pourrions reconstruire les écoles. D'ailleurs, ce sont leurs écoles. Depuis le départ des rebelles, la vie réinvestit peu à peu les riz de Kishish, mais les plaies sont encore béantes. Abandonnés à eux-mêmes, ils tentent de répandre tant bien que mal le cours de leur vie, écartant de leur esprit le retour possible du M23. En sport, cette fois-ci, l'AS Manga Sport, club évoluant dans le championnat national de première division du Gabon, vient de faire un gros coup. Il s'agit d'un partenariat signé avec l'équipementier britannique Umbro pour les 2 prochaines saisons. Jeremy Ngoma. Connu comme l'un des meilleurs clubs de l'histoire du football gabonais, l'AS Manga Sport a encore fait parler de lui de manière positive. Ce club, qui se veut ambitieux et sponsorisé par la compagnie minière de Logoué, a signé un partenariat avec un équipementier anglais, en l'occurrence Umbro. Une officialisation aux allures de ses objectifs qui sont de toujours être le leader dans le championnat domestique et de toujours participer aux échéances africaines. Après avoir mal abordé le début du championnat national de première division, le club mouandais s'est très vite ressaisi, ce qui lui a donc permis de finir leader du dit championnat à la fin de la phase aller, avec 27 points au compteur. C'est à mettre au crédit de sa direction générale à travers son président Jean Ndoela et sur le plan sportif avec le coach Kevin Johnny. L'aboutissement de ce projet n'est autre que la résultante d'un travail de longue haleine qui a débuté depuis décembre 2022. Le club, qui cumule 9 titres de champion du Gabon, est désormais positionné au même titre que certains clubs qui évoluent en République démocratique du Congo et en Éthiopie. L'équipementier Umbro va donc doter Manga Sport des équipements de qualité et du matériel sportif répondant aux standards internationaux. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV+.